Il y a 5 ans, la femme que je prévoyais de demander en mariage m'a quitté pour mon cousin fortuné. Aujourd'hui, aux funérailles de ma grand-mère, mon cousin est entré avec elle, brillant de mille feux et d'arrogance. Elle s'est penchée assez près pour que je puisse sentir son parfum de créateur et a chuchoté, « J'imagine que j'ai fait le bon choix. Tu es toujours fauché. » Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, « Ouais, enfin, je te présente ma femme. » Elle s'est figée, car à côté de moi se tenait quelqu'un qu'elle ne s'attendait pas à voir. Quelqu'un qui allait briser tout ce qu'elle pensait savoir sur la réussite et l'échec. Avant de vous raconter comment tout cela s'est déroulé, cliquez sur le bouton s'abonner. Nous sommes très proches des 37 000 abonnés et j'apprécierais votre soutien. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelqu'un qui vous a fait du tort a eu ce qu'il méritait. Maintenant, revenons à l'histoire. Je m'appelle Aurélien Caron. J'ai 33 ans et, au cours des 5 dernières années, j'ai reconstruit une vie détruite par 2 personnes en qui j'avais confiance. Il ne s'agit pas seulement de trahison. Il s'agit de découvrir que parfois, la pire chose qui nous arrive devient le catalyseur de la meilleure chose qui aurait pu arriver. Les funérailles ont eu lieu à l'église Saint-Pierre par une froide matinée de novembre. Ma grand-mère avait vécu jusqu'à 89 ans, vive d'esprit jusqu'à la toute fin. Elle était la seule personne de la famille qui ne mesurait jamais la valeur des gens à leur compte en banque. Quand tout le monde comparait les salaires et les titres de poste lors des réunions de famille, elle demandait si vous étiez heureux, si vous étiez gentil. Je suis arrivé avec ma femme, Élise. Elle portait une robe noire simple, sans bijoux à l'exception de son alliance. Nous étions mariés depuis 2 ans et ensemble depuis 3. Élise était institutrice en CM2 dans une école primaire de l'arrondissement où j'avais grandi. Elle gagnait un salaire de fonctionnaire modeste mais décent et ne s'en était jamais plainte une seule fois. Nous nous tenions près du fond de la nef et c'est à ce moment-là qu'ils sont entrés. Mon cousin, Maxime Jourdan, ressemblait exactement à l'image qu'on se fait d'un fils à papa de 35 ans. Costume sur mesure hors de prix, probablement une montre suisse qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Une coiffure faussement négligée qui demande en réalité beaucoup d'efforts et d'argent. Et à son bras se trouvait Chloé. Chloé, la femme avec qui j'étais sorti pendant 3 ans, la femme pour qui j'avais économisé afin d'acheter une bague, jusqu'à ce qu'elle décide que la richesse héritée de mon cousin était plus attrayante que mon travail honnête. Ils ont fait une entrée remarquée. C'est la seule façon de le décrire. Maxime marchait comme si les lieux lui appartenaient, saluant les parents avec ce sourire répété de quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour obtenir l'approbation des autres. Chloé égalait son énergie, sac à main de luxe, talons claquants sur le sol en pierre, boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Leurs yeux m'ont trouvé presque immédiatement. L'expression de Maxime s'est transformée en quelque chose de suffisant. Le visage de Chloé a traversé plusieurs émotions en succession rapide, surprise, calcul, puis quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Le service était classique, le prêtre parlant de la gentillesse de grand-mère, de sa foi, de son amour pour la famille. Je l'entendais à peine. J'étais trop conscient de Maxime et Chloé assis 3 rangs devant, trop conscient de leurs regards occasionnels dans notre direction. Après le service, les gens se sont réunis dans la salle de réception pour le café et les petits fours, partageant des souvenirs. C'est là que Chloé a fait son mouvement. Élise était allée nous chercher du café quand Chloé est apparue à mes côtés. De près, je pouvais voir les signes subtils de sa nouvelle vie. Maquillage professionnel, une peau qui avait l'éclat des soins réguliers en institut. Tout en elle criait l'argent. Aurélien, dit-elle, sa voix portant une fausse chaleur. Ça fait un bail, 5 ans, dis-je platement. Tu as l'air bien. Toujours dans la maintenance ? Je suis dans le conseil industriel maintenant. Elle a hoché la tête, mais je voyais qu'elle n'écoutait pas vraiment. Elle préparait quelque chose. Maxime nous a rejoints, se tenant un peu trop près de Chloé, de cette manière possessive qu'ont certains hommes. Aurélien, désolé pour ta grand-mère. Notre grand-mère, ai-je corrigé. C'est vrai. Notre grand-mère. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Comment vas-tu ? Toujours à réparer des équipements cassés. Quelque chose comme ça. Chloé s'est penchée alors. Assez près pour que je puisse sentir son parfum. Cher, subtil, rien à voir avec l'eau de toilette de supermarché qu'elle portait quand nous étions ensemble. Sa voix est tombée à un murmure destiné juste à moi. J'imagine que j'ai fait le bon choix. Tu es toujours fauché.
Elle s'est reculée, s'attendant à voir de la douleur, peut-être de la colère. Au lieu de cela, je l'ai juste regardée calmement. Ouais, enfin, je te présente ma femme. Élise était revenue avec 2 tasses de café. Elle se tenait à côté de moi, sa présence solide et authentique d'une manière qui rendait l'extérieur poli de Chloé soudainement vide. Le visage de Chloé a traversé une série d'expressions, confusion d'abord, puis quelque chose qui aurait pu être du calcul. Ses yeux ont balayé Élise, notant la robe modeste, l'absence de marque de luxe, l'alliance simple. Ta femme, répéta Chloé lentement. Élise, dis-je, voici Chloé et mon cousin Maxime. Élise, voici mon passé. Tout mon passé. Élise a tendu la main avec un sourire chaleureux. Ravi de vous rencontrer tous les deux. Aurélien m'a parlé de vous. L'expression de Maxime avait changé. Il étudiait Élise avec le même regard calculateur que Chloé, essayant de comprendre l'angle, le piège. Tu es enseignante, c'est ça, demanda Maxime. Aurélien a mentionné ça une fois. CM2, confirma Élise. Le plus beau métier du monde. Le rire de Chloé était tranchant. Je suis sûr que c'est épanouissant, bien que le salaire de l'éducation nationale doit être un défi. On s'en sort bien, dit Élise simplement. Il n'y avait aucune attitude défensive dans sa voix. Aucun besoin de justifier ou d'expliquer. Cela sembla restaurer la confiance de Chloé. Elle échangea un regard avec Maxime, une communication tacite entre eux. Eh bien, dit Chloé, sa voix revenant à cette fausse douceur. C'est bon de voir que tu as tourné la page, Aurélien. Nous avions peur que tu ne te remettes jamais de moi. Je me suis remis de toi environ 5 minutes après avoir compris qui tu étais vraiment, dis-je. Ma voix était égale, conversationnelle. Il m'a fallu un certain temps pour t'en remercier, cependant. Maxime s'avança légèrement. Écoute, mec. Je sais que les choses se sont mal terminées il y a 5 ans, mais nous sommes une famille. Il est peut-être temps de laisser couler. J'ai laissé couler, répondis-je. Je vous ai complètement oubliés tous les deux. Je suis juste là pour grand-mère. Une femme plus âgée s'est approchée, une amie de grand-mère, voulant partager un souvenir. J'ai tourné mon attention vers elle, mettant fin à la conversation. Quand j'ai regardé en arrière, Maxime et Chloé s'étaient déplacés de l'autre côté de la salle. Élise a serré ma main. Ça va? Mieux que bien, dis-je honnêtement. Parce que voici ce que Maxime et Chloé ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas voir sous la robe simple d'Élise et mon costume de prêt-à-porter. Ils ne savaient pas pour l'entreprise que j'avais bâtie. Ils ne savaient pas pour les contrats que j'avais avec 3 grandes usines de la région. Ils ne savaient pas que j'avais transformé une opération solo en difficulté en un cabinet de conseil qui a dégagé un demi-million d'euros de bénéfices l'année dernière. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir, un gars qui était resté à sa place, qui s'était contenté de l'ordinaire, qui avait perdu la compétition qu'ils pensaient que nous avions. Et cela me convenait qu'ils pensent cela, parce que la vérité allait éclater d'elle-même. Et quand ce serait le cas, je voulais voir leur visage. Mais ça, c'est pour plus tard. D'abord, vous devez comprendre comment je suis passé du type qui s'est fait larguer pour son cousin plus riche au type debout dans ce salon funéraire avec une paix véritable et une femme qu'il aimait pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il pouvait offrir. Cette histoire commence il y a 5 ans, la pire nuit de ma vie. La nuit où j'ai découvert que la femme que j'aimais et le cousin avec qui j'avais grandi me trahissaient depuis des mois. Et la nuit qui, sans le savoir, m'a mis sur la voie pour devenir quelqu'un dont je pourrais réellement être fier. Il y a 5 ans, j'avais 28 ans et je travaillais comme technicien de maintenance industrielle chez Industrie Martin, une usine de taille moyenne qui produisait des pièces automobiles. Je gagnais environ 2200 € net par mois, ce qui n'était pas impressionnant, mais c'était un travail honnête. Je réparais des machines, gardais les lignes de production en marche, résolvais des problèmes. Il y avait de la satisfaction à prendre quelque chose de cassé et à le faire fonctionner à nouveau. Chloé et moi étions ensemble depuis 3 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'un barbecue chez un ami. Elle travaillait comme assistante dentaire, gagnait à peu près la même chose que moi. Nous parlions d'économiser pour acheter une maison un jour, peut-être fonder une famille, des choses normales, le genre d'avenir que les gens normaux prévoient. J'avais économisé pour une bague de fiançailles. 3000 € mis de côté sur 8 mois. Pas beaucoup, mais c'était à moi. Gagné grâce aux heures supplémentaires et en sautant des choses dont je n'avais pas besoin.
J'avais repéré la bague chez un bijoutier du centre-ville. Un design simple avec un petit diamant. Rien de tape à accent grave l'œil, mais significatif. Mon cousin Maxime avait toujours été différent de moi. Son père, mon oncle, avait fait fortune dans la promotion immobilière. Maxime avait hérité d'un patrimoine conséquent à 25 ans qu'il avait mis à l'abri du besoin pour la vie. Il ne travaillait pas parce qu'il le devait. Il travaillait parce que cela lui donnait quelque chose à faire, gérant les appartements locatifs et les investissements de la famille. Nous n'avions jamais été proches. Il avait 4 ans de plus et nous avions grandi dans des mondes différents bien qu'étant de la même famille, mais nous étions civils lors des réunions de famille. Il posait des questions sur mon travail avec un désintérêt poli. Je hochais la tête quand il parlait de son dernier investissement ou des vacances qu'il venait de prendre. La nuit où tout s'est effondré était un mercredi. Milieu de semaine, rien de spécial. J'avais quitté le travail tôt parce que nous avions fini une réparation majeure avant l'heure. Normalement, je ne serais pas rentré avant 19 h, mais il était à peine 17 h quand je suis entré sur le parking de mon immeuble. J'ai vu la Mercedes de Maxime sur la place visiteur, noire, polie, le genre de voiture qui s'annonce d'elle-même. Je me souviens avoir pensé que c'était bizarre, me demandant pourquoi il serait en visite. Nous n'avions jamais eu ce genre de relation où l'on passe à l'improviste. J'ai monté les escaliers jusqu'à mon appartement au 2e étage, clé en main. La porte était déverrouillée. C'était le premier vrai signe que quelque chose n'allait pas. Chloé faisait toujours attention à bien fermer. J'ai ouvert la porte et entendu des voix venant de la chambre. Son rire, sa voix, le genre de conversation qui s'arrête au moment où vous entrez. Ils étaient habillés, du moins assis sur mon lit comme s'ils avaient tous les droits d'être là. Le visage de Chloé est devenu blanc. Maxime avait juste l'air agacé, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Aurélien, commença Chloé. Tu es rentré tôt. Je me tenais dans l'encadrement de ma propre chambre, les clés toujours à la main, essayant de traiter ce que je voyais. Les draps froissés, son maquillage légèrement étalé, son confort décontracté dans mon espace. Depuis combien de temps? Ma voix est sortie stable, ce qui m'a surpris. Chloé a regardé Maxime, une communication silencieuse passant entre eux. Il a haussé les épaules comme si la réponse importait peu de toute façon. 6 mois, dit-elle doucement. 6 mois? Une demi-année? Pendant que j'économisais pour une bague, travaillant des heures supplémentaires pour construire un avenir avec elle, elle couchait avec mon cousin dans mon propre appartement. Pourquoi, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Maxime s'est levé, ajustant sa chemise de marque. Allez, mec. Ne rends pas ça plus dramatique que nécessaire. Chloé et moi avons connecté. Ça arrive. Dans mon appartement. Dans mon lit. Ton appartement, dit Maxime avec un léger sourire. Exactement. Regarde autour de toi, Aurélien. C'est un T2 dans un immeuble avec des murs fins et un parking plein de voitures d'occasion. Chloé mérite mieux que ça. Nous construisions quelque chose, dis-je en regardant Chloé. Nous avions des projets. Elle s'est levée aussi, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de culpabilité, pas même d'embarras, juste une résignation fatiguée, comme si elle attendait cette conversation et était prête à en finir. Nous avions des projets pour rester exactement où nous sommes, dit Chloé. Ce n'est plus suffisant pour moi. Maxime peut me donner des choses que tu ne peux pas. La sécurité, les voyages, une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Je travaille dur. Je subviens à nos besoins. Maxime a ri. Tu répares des machines cassées pour un salaire de misère. Je gagne ça en intérêt chaque trimestre sans lever le petit doigt. Il n'y a pas de compétition ici, cousin. Je ne suis pas cruel. Je suis honnête. J'ai regardé Chloé. C'est comme ça que tu vois les choses? Je ne suis tout simplement pas assez bien. Tu es une bonne personne, Aurélien. Tu es gentil et fiable. Mais Maxime a réussi. Il va quelque part. Toi, tu vas être technicien de maintenance toute ta vie, vivant dans des appartements comme celui-ci, comptant les centimes. Et c'est inacceptable pour toi. Je veux plus, dit-elle simplement. Je mérite plus. Je me suis dirigé vers le placard, j'ai sorti le petit sac de sport que j'utilisais pour la salle, et j'ai commencé à le remplir avec ses affaires.
brosse à dents de la salle de bain, les vêtements de rechange qu'elle gardait dans ma commode, le livre sur ma table de chevet qu'elle lisait. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Chloé. « Je t'aide à obtenir ce que tu mérites, dis-je. Sors, Aurélien. Parlons-en comme des adultes. Nous venons de le faire. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. Sortez de mon appartement. » Maxime s'avança. « Écoute, je comprends que tu sois énervé, mais Chloé et moi tenons l'un à l'autre. Ce n'est pas juste une question d'argent. » Je me suis tourné pour lui faire face. « Tu es entré chez moi, tu as couché avec ma copine dans mon lit, et maintenant tu vas me dire que c'est une question d'amour ? Sortez, tous les deux. Maintenant. » « Ne sois pas pathétique à ce sujet, dit Maxime. Sa voix avait un tranchant. Maintenant, ma patience s'épuise. Elle a fait son choix. Accepte-le et passe à autre chose. Je l'accepte et passer à autre chose commence par votre départ. Chloé a arraché son sac de mes mains. Bien. C'est exactement pour ça que j'en ai fini avec toi. Tu ne peux même pas avoir une conversation mature sans devenir émotif. Je ne suis pas émotif, dis-je. Ma voix était toujours stable, toujours contrôlée. J'en ai juste fini avec vous deux. Il y a une différence. Ils sont partis. Maxime a mis son bras autour des épaules de Chloé alors qu'il sortait. Ce geste possessif destiné à remuer le couteau un peu plus profondément. La porte s'est fermée derrière eux et je suis resté dans mon appartement entouré par la preuve de leur trahison. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé, je suis juste resté assis sur mon canapé à fixer le mur en essayant de comprendre comment j'avais été si aveugle. 6 mois, la moitié de notre relation avait été un mensonge. Le lendemain matin, Maxime m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé. Je voulais prendre des nouvelles. M'assurer que tu ne vas rien faire de stupide. Comme quoi? Je ne sais pas débarquer chez moi. Faire une scène lors d'une réunion de famille. Chloé s'inquiète que tu puisses causer des problèmes. Je suis resté silencieux un moment. Maxime, laisse-moi être clair. Tu n'as rien gagné. Tu ne m'as pas battu à une compétition. Tu m'as juste montré qui vous êtes tous les deux. C'est tout. Continue de te dire ça si ça te fait te sentir mieux, mais nous connaissons tous les deux la vérité. Chloé a choisi la meilleure option. C'est juste comme ça que la vie fonctionne. Est-ce que ça te fait te sentir puissant? Prendre quelque chose à quelqu'un qui te faisait confiance. J'ai pris ce que je voulais, dit Maxime. C'est ce que font les gens qui réussissent. Ils voient une opportunité et ils la saisissent. Tu peux être amer à ce sujet ou tu peux en tirer une leçon. À toi de voir. Il a raccroché. Je suis resté là avec le téléphone à la main, sentant quelque chose changer en moi. Plus de chagrin, pas même de la colère, juste une détermination froide et claire. Maxime pensait avoir gagné. Chloé pensait avoir fait une bonne affaire. Ils pensaient tous les deux que je resterais exactement là où j'étais, un technicien de maintenance dans un appartement modeste, quelqu'un qu'ils pourraient regarder de haut lors des réunions de famille. Ils avaient tort. Je ne savais pas encore comment. Je n'avais pas de plan. Mais assis là dans mon appartement, trahi et rejeté, j'ai pris une décision. J'allais construire quelque chose. Quelque chose qui comptait. Quelque chose qui prouvait que ma valeur n'avait rien à voir avec l'héritage ou la chance ou le fait de prendre aux autres. J'allais le faire à la dure, de manière honnête, de la manière qui avait vraiment du sens. Et 5 ans plus tard, debout dans ce salon funéraire avec Élise à mes côtés, regardant Maxime et Chloé penser qu'ils avaient encore le dessus. Je savais que cette décision était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais pour passer de cet appartement à ce salon funéraire, c'est là que l'histoire devient intéressante. Les semaines après le départ de Chloé ont été brutales, mais j'ai refusé de m'effondrer. Je me présentais au travail tous les jours, faisais mon boulot, rentrais chez moi. C'était tout. Pas de sortie, pas de vie sociale, juste le travail et le sommeil et essayer de comprendre qui j'étais sans elle. Mes collègues l'ont remarqué. Un type, Gérard, travaillait à l'usine depuis 30 ans. Il avait peut-être 58 ans, se préparant à prendre sa retraite dans 1 an ou 2.
Il dirigeait une activité secondaire de conseil en maintenance préventive pour des installations plus petites qui ne pouvaient pas se permettre un personnel de maintenance à plein temps. Il l'avait bâti sur des décennies, avait peut-être 8 ou 10 clients réguliers. Gérard m'a attrapé pendant la pause déjeuner environ 2 mois après la rupture. Je mangeais un sandwich dans la salle de pause, fixant le vide. « Tu as une sale tête » dit Gérard en s'asseyant en face de moi. « Merci pour l'observation. » Problème de femme ? Quelque chose comme ça. Gérard a hoché la tête, n'a pas poussé pour les détails. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant quelques minutes. « Tu sais de quoi tu as besoin » dit finalement Gérard. « D'un projet. Quelque chose dans lequel te lancer. » Rester assis à s'apitoyer sur son sort ne te fait aucun bien. Je travaille. Tu fais acte de présence. Il y a une différence. Il n'avait pas tort. Je me laissais porter, faisant le strict minimum, essayant juste de passer chaque journée. « Qu'est-ce que tu suggères » ai-je demandé. « Apprends quelque chose de nouveau. Deviens meilleur dans ce que tu fais. Prends certains de ces cours de certification avancée que l'entreprise propose. Rends-toi plus précieux. » J'y ai réfléchi. Pourquoi ? Pour que je puisse gagner 5 000 € de plus par an. Pour que tu aies des options, dit Gérard. En ce moment, tu es coincé. Coincé dans ta tête. Coincé dans ce boulot, coincé à penser que ta vie est finie parce qu'une femme n'a pas apprécié ce qu'elle avait. Les options te donnent la liberté. Au cours des 6 mois suivants, j'ai suivi les conseils de Gérard. Je me suis inscrit à toutes les formations que je pouvais trouver. Hydraulique avancée, système pneumatique, électronique industrielle, programmation d'automates. Je passais mes soirées à étudier, mes week-ends dans des ateliers de certification. Le travail est devenu autre chose qu'un simple chèque de paie. C'est devenu la preuve que j'étais capable de croissance, d'amélioration, de devenir plus que ce que j'avais été. Gérard l'a remarqué, a commencé à m'emmener sur ses missions de conseil le week-end. De petites choses au début, l'aider à évaluer l'équipement dans un entrepôt, revoir les protocoles de maintenance dans une usine agroalimentaire. Il me payait quelques centaines d'euros par mission, mais plus important encore, il m'apprenait le côté commercial des choses. Le travail de maintenance, ce n'est pas seulement réparer ce qui est cassé, expliquait Gérard lors d'une mission. C'est empêcher les pannes avant qu'elles n'arrivent. Si tu fais ça bien, tu fais économiser aux entreprises des dizaines de milliers d'euros en temps d'arrêt. Ça vaut le coup de payer pour ça. Un samedi, environ 8 mois après le départ de Chloé, Gérard et moi finissions une évaluation dans une usine. Nous étions assis dans sa camionnette à remplir le rapport. « Je pense à vendre l'affaire » dit soudain Gérard. Je l'ai regardé. « Ton entreprise de conseil ?»« Ouais, je commence à fatiguer. Ma femme veut voyager tant qu'on le peut encore. J'ai assez économisé. Il est temps de profiter un peu de la vie avant d'être trop vieux pour l'apprécier. » À qui vends-tu ? Gérard a haussé les épaules. Je n'ai encore trouvé personne. Je l'ai mise sur quelques sites de vente d'entreprises, mais les offres que je reçois sont ridicules. Des gens qui veulent acheter la liste de clients pour pas cher et couler la boîte. Qu'est-ce que tu en voudrais ? Honnêtement, 40 000 €. Ça couvre les contrats clients, le matériel que j'ai accumulé et le nom de l'entreprise. Ça ne génère pas une fortune, peut-être 70 ou 80 000 € par an après dépenses, mais c'est du travail régulier. Pour la bonne personne, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, ça pourrait valoir beaucoup plus. Je suis resté avec ce chiffre, 40 000 €. J'avais peut-être 12 000 € de côté, l'argent de la bague que je n'avais jamais dépensé, plus ce que j'avais réussi à mettre de côté depuis. Considérerais-tu un crédit vendeur ? Ai-je demandé. Gérard s'est tourné pour me regarder. Tu es sérieux ? Je ne sais pas. Peut-être. À quoi ça ressemblerait ? 20 000 d'acompte, 20 000 sur 2 ans à 5% d'intérêt. Mais Aurélien, ce n'est pas un jeu. Tu prendrais une réelle responsabilité. Ces clients attendent un service professionnel. Tu te plantes, tu les perds. Je sais. Et tu devrais garder ton emploi de jour pendant au moins la première année, peut-être 2. Faire tourner cette affaire les soirs et week-ends jusqu'à ce que tu la développes assez pour passer à temps plein. Ça fait beaucoup d'heures. Je travaille déjà les soirs et week-ends avec toi. Au moins de cette façon,
je construirai quelque chose pour moi-même. Gérard m'a étudié pendant un long moment. C'est pour prouver quelque chose à cette femme qui t'a quitté. Non, me dis-je, et je le pensais vraiment. C'est pour me prouver quelque chose à moi-même. Nous sommes restés là dans sa camionnette, le moteur au ralenti, pendant que Gérard réfléchissait. Je te dis quoi, dit-il finalement. Tu viens travailler avec moi pour les 3 prochains mois. Chaque week-end, chaque mission de conseil, je te paierai comme d'habitude, mais je t'apprendrai aussi tout ce que je sais sur la gestion de cette entreprise. Client, contrat, tarification, planning, tout. À la fin des 3 mois, si tu veux toujours l'acheter, et si je pense que tu peux gérer, on s'arrangera pour le financement. J'ai tendu la main. Marché conclu. Ces 3 mois ont été intenses. Je faisais mes 35 heures à l'usine, puis je passais encore 20 à 30 heures les week-ends à faire des missions de conseil avec Gérard. Il n'était pas tendre avec moi. Il me faisait gérer les communications avec les clients, rédiger les propositions, gérer les conflits d'horaires. Il me traitait comme si je possédais déjà l'entreprise. Tu dois comprendre la pression, disait Gérard quand je me plaignais de la charge de travail. C'est ce qu'il faut. Si tu veux la facilité, reste avec ton boulot de salarié. Si tu veux construire quelque chose, c'est le prix à payer. J'ai rencontré Élise pendant ces 3 mois. C'était lors d'un atelier communautaire sur la sécurité incendie. L'usine exigeait que tous les employés y assistent et le district scolaire avait envoyé son personnel aussi. Élise était assise 2 rangs devant moi, posant des questions intelligentes sur les protocoles d'urgence. Après l'atelier, je l'ai croisée à la machine à café. Nous avons commencé à parler. Elle a mentionné qu'elle enseignait en CM2. J'ai mentionné que je travaillais à la maintenance de l'usine et que je montais une entreprise de conseil en parallèle. Ça a l'air épuisant, dit-elle avec un sourire. Ça l'est, mais ça en vaut la peine. Pourquoi? Vers quoi construis-tu? Je ne sais pas exactement. Juste quelque chose de mieux que là où je suis. Elle a écrit son numéro sur une serviette en papier. Appelle-moi un de ces jours. J'aimerais en savoir plus. Je l'ai appelé 3 jours plus tard. Nous sommes allés prendre un café. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle n'a pas posé de questions sur ma situation financière. Elle se fichait de la voiture que je conduisais. Elle voulait juste savoir ce que je faisais, mes objectifs, ce qui me motivait. Au 2e rendez-vous, je lui ai parlé de Chloé et Maxime. J'ai tout mis sur la table rapidement, je ne voulais pas de surprise plus tard. Élise a écouté toute l'histoire, puis a dit, ça a dû faire mal. Ça a fait mal, mais tu fais quelque chose pour t'en sortir, tu ne restes pas assis à attendre que la vie s'améliore. Je respecte ça. Nous avons pris les choses lentement. Elle passait parfois pendant que je travaillais sur des propositions le soir. Elle apportait le dîner, s'asseyait avec moi pendant que je tapais des rapports. Elle ne s'est jamais plainte du temps que je consacrais à l'entreprise. Elle soutenait simplement ce que j'essayais de construire. À la fin des 3 mois, Gérard m'a assis dans sa camionnette à nouveau. Tu veux cette entreprise? Oui. Alors elle est à toi. 20 000 d'acompte, le reste sur 2 ans. Je resterai dans les parages le 1er mois après la vente. T'aider à faire la transition avec les clients. M'assurer que tu ne te plantes pas immédiatement. J'ai contracté un prêt de 8 000 €. J'ai vidé mes économies pour les 12 000 autres. J'ai signé les papiers un mercredi soir dans la cuisine de Gérard, sa femme comme témoin. Juste comme ça, je possédais une entreprise. Les 6 premiers mois ont été terrifiants. Je me réveillais à 3 heures du matin en panique, me demandant si je pouvais vraiment y arriver. Les remboursements de prêts, la pression pour garder les clients heureux, la jonglerie constante entre mon travail de jour et le conseil. Mais lentement, ça a commencé à marcher. Les clients restaient avec moi parce que j'étais bon dans ce que je faisais. Le bouche-à-oreille a fonctionné. D'autres installations ont commencé à appeler. À la fin de la première année, j'avais ajouté 3 nouveaux clients. À la fin de la 2e année, j'en avais ajouté 5 de plus. Je travaillais 70 heures par semaine entre le boulot salarié et l'entreprise de conseil. Épuisé tout le temps, mais je construisais quelque chose qui m'appartenait, quelque chose que personne ne pouvait me prendre. Élise n'a jamais faibli. Même quand je devais annuler des rendez-vous à cause d'appels clients d'urgence,
même quand je m'endormais sur son canapé en parcourant de la paperasse, elle continuait juste d'être là, continuait de croire en ce que je construisais. Tu sais, tu vas devoir quitter l'usine un jour, dit-elle un soir. Nous sortions ensemble depuis 1 an. Tu ne peux pas garder ce rythme éternellement. Je sais. J'ai juste besoin de construire un peu plus de coussins de sécurité d'abord. M'assurer que l'entreprise peut me soutenir à plein temps. Elle le peut déjà, dit Élise doucement. Tu as juste peur de faire le saut. Elle avait raison. J'avais peur. Le travail à l'usine était la sécurité, un chèque de paie garanti. L'entreprise était un risque, une incertitude dépendant entièrement de ma capacité à livrer. Mais 3 mois plus tard, j'ai donné ma démission chez Industrie Martin, je me suis éloigné du salaire fixe et je me suis lancé à fond dans le conseil. La meilleure décision que j'ai jamais prise. En 6 mois, j'ai doublé ma liste de clients. En 1 an, j'ai dû refuser du travail parce que je ne pouvais pas tout gérer moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai embauché mon premier employé, un jeune gars de l'usine, qui me rappelait moi-même quelques années plus tôt. L'entreprise a grandi, pas du jour au lendemain, pas de manière explosive, mais régulièrement, honnêtement bâtie sur la réputation et un travail de qualité. Et à travers tout ça, Élise était là. Nous nous sommes mariés 2 ans après notre rencontre. Une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Je n'ai pas invité Maxime. Je ne lui ai même pas dit que ça arrivait. Il ne faisait plus partie de ma vie. Au moment où ma grand-mère est décédée, 5 ans après que Chloé m'ait quitté, l'entreprise dégageait un demi-million de bénéfices annuels. J'avais 4 employés, des contrats avec des installations majeures dans toute la région, une maison qu'Élise et moi avions achetée ensemble, une vie que nous avions bâtie à partir de rien. Mais Maxime et Chloé ne savaient rien de tout cela. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir aux funérailles. Un gars de la maintenance dans un costume prêt-à-porter. Une femme institutrice dans une robe simple. Des gens qui étaient restés à leur place. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. La réception des funérailles s'éternisait, les gens partageant des histoires sur grand-mère en mangeant des sandwichs, faisant semblant que les tensions familiales n'étaient pas évidentes pour tout le monde dans la pièce. Maxime et Chloé restaient du côté opposé, entourés de parents qui semblaient impressionnés par leurs vêtements de marque et leurs montres chères. J'ai entendu Maxime parler à notre oncle d'une opportunité d'investissement. Sa voix assez forte pour s'assurer que tout le monde puisse entendre à quel point il avait réussi. Le même vieux Maxime, toujours en représentation, ayant toujours besoin d'un public. Élise et moi nous préparions à partir quand Chloé s'est approchée à nouveau, cette fois sans Maxime, qui était coincé par une tante âgée racontant une longue histoire. « On peut parler ?» demanda Chloé. Sa voix était différente maintenant, moins tranchante. « Juste 1 minute ?» Élise a serré ma main. « Je t'attends à la voiture. » Une fois Élise partie, le masque de Chloé a glissé un peu. « Tu as l'air heureux. » « Je le suis. » « Elle a l'air gentille. »« Ta femme ?» ?»« Elle l'est. » Chloé avait l'air mal à l'aise, comme si elle essayait de trouver des mots pour quelque chose de difficile. « Écoute, je sais que la façon dont les choses se sont terminées entre nous était dure. Mais tu comprends pourquoi j'ai fait le choix que j'ai fait, n'est-ce pas? J'avais besoin de stabilité, de sécurité. Tu avais besoin d'argent, ai-je corrigé. Il y a une différence. Maxime peut fournir des choses que tu ne pourrais jamais. Des sacs de créateurs, des dîners chics. Est-ce que c'est ce qui te rend heureuse? C'est mieux que de tirer le diable par la queue. J'aurais pu en rester là. J'aurais pu simplement m'éloigner. Mais quelque chose dans son ton, cette hypothèse que j'étais toujours le technicien de maintenance en difficulté, m'a poussé à répondre. Je ne tire pas le diable par la queue, Chloé. Ça fait des années que ce n'est plus le cas. Elle a ri. Allez, Aurélien. Tu es un gars de la maintenance. C'est très bien. Il n'y a rien de mal au travail honnête, mais ne prétendons pas que tu roules sur l'or. Je possède un cabinet de conseil, maintenance industrielle et systèmes prédictifs. 6 employés, des contrats avec des installations majeures dans 3 régions. L'année dernière, nous avons dégagé un demi-million de bénéfices. Son sourire s'est figé. Tu mens. Vérifie le registre du commerce. Caron Conseil Industriel. En activité depuis 4 ans. La couleur a quitté son visage. Mais tu n'étais qu'un technicien.
J'étais. Puis j'ai acheté une petite entreprise de conseil et je l'ai fait grandir. Il s'avère que je suis doué pour ça. Il s'avère que travailler dur et traiter les gens équitablement construit une solide réputation. Maxime est apparu, sentant qu'il se passait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ton cousin essaie de nous impressionner avec une histoire d'entreprise qu'il posséderait, dit Chloé, mais sa voix tremblait. Ce n'est pas une histoire, dis-je calmement. Vérifiez si vous voulez. Je n'essaie d'impressionner personne. Tu as demandé des nouvelles de ma vie. Je te l'ai dit. L'expression de Maxime a changé. Le calcul remplaçant la suffisance. Un demi-million de bénéfices. C'est substantiel. Ça l'est. Et tu n'as pas pensé à mentionner ça lors des réunions de famille. Je ne vais plus aux réunions de famille. Vous ne faites pas partie de ma vie, Maxime. Ça fait 5 ans. Chloé me fixait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Mais Élise est institutrice. Votre maison, votre voiture, tout semble si ordinaire. Parce que nous choisissons l'ordinaire. Nous n'avons besoin de prouver quoi que ce soit à personne. L'argent va dans l'épargne, les investissements. Nous vivons confortablement. Nous sommes heureux. Et nous ne mesurons pas notre valeur à ce que nous possédons. Ça n'a pas de sens, dit Chloé. Tu n'étais rien quand je t'ai laissé. Non, ai-je corrigé. J'étais quelqu'un en train de construire quelque chose. Tu ne pouvais juste pas le voir parce que tu étais trop concentré sur ce que Maxime avait déjà. Maxime s'approcha, sa voix baissant. Même si c'est exact, ça ne change rien. Tu as quand même perdu, Aurélien. Chloé m'a choisi. Et je suis reconnaissant qu'elle l'ait fait. Elle m'a montré qui elle était avant que je ne perde plus de temps. Avant que je n'épouse quelqu'un qui partirait dès que quelqu'un de plus riche se présenterait. Ce n'est pas juste, protesta Chloé. Ah bon? Tu m'as quitté pour Maxime parce qu'il avait de l'argent. Tu l'as admis toi-même il y a 5 ans. Alors, que se passe-t-il quand quelqu'un de plus riche que Maxime montre de l'intérêt? Que se passe-t-il quand les rentes diminuent ou que les investissements tournent mal? La mâchoire de Maxime se serra. Mes finances sont solides. Vraiment? Parce que d'après ce que j'entends par les bruits de couloir de la famille, le marché de l'immobilier commercial a été rude ces derniers temps. Beaucoup de vacances locatives, beaucoup de pression. Son silence confirmait ce que je soupçonnais. Les revenus de Maxime n'étaient pas aussi stables qu'avant. L'argent facile de l'héritage de son père devenait plus difficile à maintenir. Nous nous en sortons bien, dit Maxime, mais il semblait sur la défensive. Je suis sûr que c'est le cas, et j'espère sincèrement que vous le resterez. Mais comprenez quelque chose. Je ne suis pas votre concurrent. Je ne l'ai jamais été. Vous pensiez avoir gagné parce que vous m'avez pris quelque chose. Mais tout ce que vous avez vraiment fait, c'est m'éviter de commettre une énorme erreur. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Chloé, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'espère que l'argent de Maxime te rend aussi heureuse que tu le pensais. Mais j'ai trouvé quelque chose de mieux. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a choisi pour qui je suis, pas pour ce que je peux lui acheter. Élise attendait près de la voiture, patiente comme toujours. Alors que nous partions, j'ai vu Maxime et Chloé dans le rétroviseur, debout sur le parking, en train de se disputer clairement. La façade du couple parfait se fissurait. « Comment te sens-tu » demanda Élise. Satisfait. Pas parce que je leur ai prouvé quelque chose. Parce que j'ai finalement lâché le dernier morceau de colère auquel je me accrochais. Tu as construit une belle vie, Aurélien. Tu devrais être fier. Nous avons construit une belle vie, ai-je corrigé. Je n'aurais rien pu faire de tout ça sans toi. Elle a souri et a pris ma main. Alors, et maintenant? Maintenant, on rentre à la maison. Peut-être commander à manger, regarder quelque chose de bête à la télé, profiter de la vie qu'on a. Ça a l'air parfait. Et ça l'était. Maxime et Chloé pouvaient garder leur style de vie de designer, leur besoin d'impressionner les gens, leur mesure constante de la valeur par les possessions. J'avais quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais. J'avais la paix, un but, une partenaire qui valorisait le caractère plus que le crédit bancaire. Il y a 5 ans, perdre Chloé ressemblait à la fin de tout. Il s'est avéré que c'était juste le début de quelque chose de mieux. Parfois, la pire chose qui vous arrive est exactement ce qui devait arriver.
Vous ne pouvez juste pas le voir tant que vous n'êtes pas de l'autre côté. 3 jours après les funérailles, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Aurélien, c'est Chloé. Je suis resté silencieux. Je voulais juste parler de ce que tu as dit aux funérailles. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, juste un café. Une conversation. Non. J'ai fait une erreur. D'accord, je le vois maintenant. Tu as construit quelque chose d'incroyable et je suis parti. Tu es parti loin de moi, ai-je corrigé. L'entreprise est venue après. Et même si j'étais toujours ce technicien gagnant 25 000 par an, quitter quelqu'un qui t'aimait pour quelqu'un avec plus d'argent dit tout sur ton caractère. Les gens changent. J'ai changé. Je suis sûr que oui. Mais je suis marié, Chloé. Heureusement marié à quelqu'un qui m'a choisi quand je n'avais rien de spécial à offrir à part moi-même. Ça vaut plus que tout ce que tu pourrais dire maintenant. Maxime et moi avons des problèmes. Voilà. La vraie raison de l'appel. C'est entre toi et Maxime. L'argent n'est pas ce que je pensais qu'il serait. Il est stressé tout le temps. Les propriétés ne rapportent pas bien. Nous nous disputons constamment à propos des finances. Et tu pensais qu'en m'appelant, tu accomplirais quoi exactement? Elle est restée silencieuse un moment. Je ne sais pas. Peut-être que je voulais juste entendre que tu me pardonnes. Je ne te pardonne pas, Chloé, mais je ne te déteste pas non plus. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour toi. Ça a fait mal, mais ça m'a conduit à Élise. Alors, d'une manière bizarre, merci. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je vais quitter ma femme pour toi. Que j'ai attendu 5 ans que tu réalises ton erreur. J'ai tourné la page, construit une vie. Tu devrais faire la même chose avec Maxime. C'est ton choix. Mais appeler ton ex-petite amie parce que ta relation actuelle est en difficulté n'est pas la réponse. J'ai raccroché. Elle n'a pas rappelé. Ce soir-là, j'ai raconté la conversation à Élise. Elle a écouté calmement, puis a dit, « Tu penses qu'elle va quitter Maxime? » Probablement. Une fois qu'elle trouvera quelqu'un de plus riche. C'est triste. C'est vrai, mais ce n'est pas notre problème. Élise a hoché la tête. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu n'as jamais eu besoin de vengeance. Tu as juste bien vécu. Bien vivre est la meilleure vengeance, dis-je. Quelqu'un d'intelligent a probablement dit ça. Elle a ri. Probablement. 2 mois plus tard, ma mère a mentionné que Maxime et Chloé s'étaient séparés. Chloé avait déménagé, sortait avec un cadre qu'elle avait rencontré lors d'un événement caritatif. Maxime était amer, en colère, se sentant trahi. Je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de sympathie, juste de l'indifférence. Ils avaient tous les deux fait leur choix. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences. Ma vie a continué. L'entreprise a grandi. Élise et moi avons parlé de fonder une famille. Nous voyagions quand nous le pouvions, profitions de week-ends tranquilles à la maison, bâtissions quelque chose de stable et significatif. Il y a 5 ans, je pensais que perdre Chloé était la pire chose qui pouvait arriver. Maintenant, je comprenais que c'était la meilleure, pas à cause du succès de l'entreprise ou de l'argent, mais parce que cela avait dégagé la voie pour trouver Élise, pour construire une vie basée sur des valeurs au lieu des apparences. Maxime m'avait pris quelque chose, mais ce qu'il avait réellement fait, c'était me donner un cadeau. La liberté d'une relation bâtie sur de mauvaises fondations. La liberté de trouver quelque chose d'authentique, et cela valait plus que n'importe quel héritage. Une année a passé, Élise est tombée enceinte. Nous avons peint la chambre de bébé ensemble, nous sommes disputés gentiment sur les prénoms, nous sommes préparés pour le prochain chapitre de nos vies. L'entreprise continuait de croître régulièrement. J'ai promu l'un de mes techniciens au poste de directeur des opérations, me donnant plus de temps pour me concentrer sur la famille. Le succès ne consistait plus à travailler plus dur. Il s'agissait de travailler plus intelligemment, de construire des systèmes qui se maintiennent eux-mêmes. J'ai croisé Maxime un après-midi dans un magasin de bricolage. Nous nous sommes tous les deux figés une seconde, puis avons hoché la tête maladroitement. Il avait l'air fatigué, plus vieux que son âge. « Félicitations, dit-il en désignant les articles de bébé dans mon chariot.
J'ai entendu dire que vous attendiez un enfant. Merci. L'entreprise marche toujours bien. C'est le cas. Il a hoché la tête, quelque chose de vaincu dans sa posture. J'avais tort, tu sais, à ton sujet. À propos de beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça te rend heureux de savoir que tu avais raison? Non, dis-je honnêtement. Ça me rend juste reconnaissant d'avoir trouvé ma propre voie. Maxime avait l'air de vouloir en dire plus, mais je n'avais rien d'autre à lui offrir. J'ai hoché la tête et je suis parti. C'était la clôture. Pas dramatique. Pas satisfaisant à la manière d'Hollywood. Juste deux personnes qui avaient été de la famille autrefois, maintenant des étrangers. Élise a demandé ce soir-là si voir Maxime m'avait dérangé. Pas le moins du monde, dis-je. C'est juste quelqu'un que je connaissais. Notre fille est née en septembre. Nous l'avons nommée d'après ma grand-mère. Quand je l'ai tenue pour la première fois, j'ai pensé au voyage qui avait mené à ce moment. La trahison qui m'avait brisé, le travail qui m'avait reconstruit, la femme qui m'aimait, la vie que nous avions créée. Maxime et Chloé étaient tous les deux dans de nouvelles relations à ce moment-là, poursuivant toujours quelque chose qu'ils ne trouveraient probablement jamais. Mesurant toujours la valeur par des choses extérieures au lieu de la paix intérieure. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Pas parce que je m'étais vengé ou que j'avais prouvé à qui que ce soit qu'il avait tort, mais parce que j'étais resté fidèle à qui j'étais, j'avais construit quelque chose d'honnête, trouvé quelqu'un d'authentique. Il y a 5 ans, Chloé a chuchoté qu'elle avait gagné. Debout dans cette chambre d'hôpital, tenant ma fille pendant qu'Élise dormait paisiblement, j'avais enfin la réponse. Personne n'a gagné. Personne n'a perdu. Nous avons juste fait des choix différents sur ce qui comptait. Et j'ai bien choisi. L'entreprise, l'argent, le succès, c'était bien, mais ce n'était pas le prix. Élise l'était, notre fille était la paix que je ressentais chaque matin en me réveillant à côté de quelqu'un qui valorisait le caractère plus que le compte en banque. C'est à ça que ressemble vraiment la victoire. Pas frotter votre succès au visage de quelqu'un. Juste vivre une vie dont vous êtes fier avec des gens qui comptent. Construire quelque chose de significatif. Maxime pouvait garder ses rentes. Chloé pouvait continuer à courir après la richesse. J'avais tout ce qui valait la peine d'être eu et c'était suffisant.